Alors, il faut comprendre qu'en cas de divorce, comme on est un couple, les deux ont la faculté et le pouvoir de gérer le patrimoine. Lorsqu'on arrive devant le juge, si on n'est pas en divorce amiable, il va falloir demander au juge, penser à demander au juge d'être celui qui va être autorisé à gérer le patrimoine, ce qui est particulièrement important quand on a du patrimoine immobilier. Alors, après le divorce, on va prendre le patrimoine des époux, on va remonter à la date des effets du divorce, donc qui n'est pas la date du divorce, qui est la date à laquelle le juge ou les parties, si elles se sont mises d'accord sur ce point-là, feront remonter les effets du divorce, et en général, c'est la date de séparation des époux. Donc, on va prendre l'image du patrimoine à cette date-là, sauf quelques petites exceptions, mais on prendra à cette date-là l'image du patrimoine et on va lui appliquer les règles qui ont été précisées par le Code civil et par la jurisprudence. Je vais vous donner un exemple. L'un des époux a payé, après la séparation des époux, a continué à payer l'emprunt seul. Eh bien, il va falloir le récompenser d'une certaine manière de ce paiement qu'il a fait pour le compte de la communauté ou de l'indivision, suivant le régime matrimonial des époux. Le Code civil prévoit que ce remboursement, il va avoir lieu selon la règle du profit subsistant. Cette règle, elle vient dire que tout ce que l'époux qui a payé l'emprunt a payé doit lui être remboursé, pour sa part évidemment, mais doit être remboursé, revalorisé. Et la jurisprudence est venue préciser que cette revalorisation, elle se fait au regard de la valeur d'acquisition. Et vous comprenez que dans certains cas, la valeur d'acquisition, si elle est ancienne, ça vient revaloriser considérablement le paiement de l'emprunt qui aura été fait par l'époux. Du coup, ça peut être une véritable stratégie patrimoniale que de tout faire pour payer l'emprunt au moment de la séparation. Alors, tout dépend du régime matrimonial sous lequel les époux sont mariés. Lorsqu'ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens et que l'autre épouse n'a pas pris des parts dans cette société, c'est assez simple. L'époux qui est propriétaire des parts de la société repart avec, ça c'est simple. Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté des biens, même si un seul des époux est l'entrepreneur, intervient, travaille dans la société, etc., la valorise, bref, il en devra l'autre moitié à l'époux. Ça peut poser des difficultés, notamment dans les startups actuelles qui potentiellement ont de la valeur, mais en réalité restent déficitaires. Comment est-ce qu'on valorise ça? C'est assez compliqué, d'autant plus que l'un des époux a tout le temps parlé de ce que sa société allait devenir, donc dans les yeux de l'autre, sa société, ça va être c'est déjà quelque chose de formidable. Et donc là, on a des ajustements qui sont toujours très compliqués sur la valorisation de cette entreprise qui doit être partagée en régime de communauté. Le premier conseil, c'est de choisir soigneusement son régime matrimonial. C'est un conseil et ça n'en est pas un. C'est-à-dire qu'à trop vouloir se mettre en séparation de biens, bien séparer les choses, etc., c'est le mariage lui-même qui va peut-être être impacté. En revanche, dans le cours du mariage, surtout pas de SCI. Ça, c'est vraiment un conseil qu'on entend régulièrement, mais il faut acheter un SCI, il faut acheter un SCI. Au moment du divorce, les SCI, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour plusieurs raisons, mais la première raison, c'est que ça ne se liquide pas comme tout le reste du patrimoine. Ce n'est pas le même juge qui est compétent. Il faut refaire des comptes, quelquefois sur 20 ans. Bref, la SCI, c'est vraiment à proscrire et je pense que s'il y avait un seul conseil que je devais donner pour ça, c'est d'éviter les SCI.